Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatique. Votre télévision à grande vision héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table aujourd'hui. Nous allons revenir sur l'actualité et politique en République démocratique du Congo, en processant ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a justement les perspectives de réforme constitutionnelle, avec un large débat là-dessus, et justement aussi la demande du dialogue qui devient de plus en plus consistante. Il y a déjà quelques opposants et d'autres personnalités du pays qui sont du côté de Bujumbura justement pour être reçus par les présidents Évariste Ndayishimiye afin justement d'assainir le chemin. Quant à c'est, est-ce que notre classe politique est au bord de l'implosion? C'est la question que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct avec justement un petit comeback par rapport aux 66 ans d'indépendance avec qui, vous le savez très bien, mardi dernier, qu'a-t-on mis le pays dans la bonne direction? La politique a-t-elle résolu quelques problèmes qui liés à la nation au Congolais? Autant de questions que nous allons relever au cours de ces numéros d'ici direct. Nous avons déjà notre premier invité, Maître Alain Kazadi, qui est cadre au cadre RDF. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Claude et bonjour à tous les téléspectateurs de la prestigieuse chaîne Héritage Télévision. C'est toujours pour moi un plaisir d'être sur votre plateau pour parler de la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Alors, on a l'espoir, puisqu'on a eu la confirmation qu'on sera avec M. Emani Mutombo, qui est lui cadre de l'IDPS, avec qui il va nous rejoindre prochainement, très vite ici, avant qu'on puisse parler de la République. Alors, on revient juste après cette virgule. Allez, on commence avec vous, Maître Alain Kazadi. La politique en République démocratique du Congo, il y a autant de débats. Il y a déjà la question existentielle de la crise à l'est de la RDC où tout le monde veut que la paix soit rétablie. Il y a justement cette question des perspectives sur les réformes constitutionnelles. On peut aller jusqu'à la révision ou au changement carrément de cette constitution. Il y a la marche, plusieurs fois initiée par l'opposition, un sit-in pour contrer justement cette démarche jugée égoïste de la part de l'opposition. Est-ce que vous craignez, au fait, quand vous regardez les perspectives de notre pays, vous vous dites que notre classe politique tend petit à petit vers une crise inévitable? Merci, Monsieur Jean-Claude. Aujourd'hui, le débat sur la révision constitutionnelle, c'est un débat qui divise la classe politique. Moi-même, en tant que membre de l'Union sacrée et puis cadre de ARDEV, je vais faire un commentaire sur deux volets. Okay. Le premier volet, c'est le volet politique, mais le deuxième volet, c'est le volet scientifique. Aujourd'hui, la question qui nous divise, c'est la révision ou les changements de la Constitution. Les bonnes questions qu'il faut se poser d'abord en tant que scientifique, il faut se poser la question du genre, est-ce que la Constitution elle-même autorise qu'on puisse la changer ou on ne peut pas la changer? C'est la première question. Okay. La deuxième question, est-ce que dans le monde, il y a aujourd'hui les pays qui ont des constitutions qui n'ont pas été changées depuis qu'elles ont été promulguées? Ouais. Mais la dernière question qu'il faut se poser en tant que scientifique, c'est de dire, est-ce que le moment opportun pour qu'on puisse changer la Constitution? Lorsque vous prenez la Constitution elle-même, dans son article 218, les législateurs stipulent que l'initiative de la révision constitutionnelle peut venir soit du président de la République, soit le gouvernement réuni en conseil des ministres, soit chacune des chambres, le Parlement ou la moitié, ils peuvent se réunir et décider sur le changement de la Constitution. Soit le législateur donne qu'une fraction de la population, ils peuvent se réunir et faire une pétition pour que la Constitution soit révisée ou carrément changée. Ça signifie, si nous répondons à la première question, nous pouvons dire qu'on peut changer cette Constitution que nous avions. Donc la Constitution elle-même prévoit que nous puissions la changer. Donc en tant qu'acteur politique, je ne vois pas pourquoi une classe politique peut accepter qu'on puisse la changer
Et l'autre classe politique peut refuser qu'on puisse la changer. Mais seulement, la classe qui ne veut pas qu'on change la Constitution aujourd'hui, elle se dit que si nous changeons aujourd'hui la Constitution, d'office, le président Félix Tshisekedi, nous basculons automatiquement vers la 4e République, oui. Et tout ce qu'il a eu comme mandat tombe et il est bénéficiaire. On recommence à zéro. Ça, c'est la crainte de la classe politique. Donc, il faut comprendre, est-ce qu'on refuse qu'on change la Constitution pour les intérêts privés ou pour les intérêts de la classe du peuple congolais? Vous allez vous rendre compte que les gens de l'opposition qui refusent aujourd'hui qu'on ne change pas la Constitution, ce n'est pas parce que ces changements affectent les peuples. Tout à fait. Mais ces changements affectent leur positionnement. Ah, ok. Donc, ce sont des démarches aussi un peu Non, partisanes. ça c'est le premier volet. Vous allez vous rendre compte que la Constitution elle-même, c'est comme un enfant qui dit « Vous pouvez me toucher, vous pouvez me modifier. » Mais lorsque vous prenez maintenant l'article 219, Ok. et c'est là que le problème vient. Et c'est là que la frange de l'opposition semble avoir mené une partie des raisons. Qu'est-ce que le législateur dit? Aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant les temps de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ou pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés pour se réunir. Ici, nous interprétons juste les dispositions. La même constitution dit encore celle-ci. Vous ne pouvez pas me réviser lorsque nous sommes dans la période de guerre, lorsque nous sommes dans l'état de siège, lorsqu'une partie de notre territoire est sous menace. Les questions qu'on pose, même si on n'a pas le droit, c'est de dire, est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui a une partie qui est en guerre, oui ou non? Nous avons une partie de notre province qui est aujourd'hui en guerre. Ouais. Il y a même certaines localités jusqu'aujourd'hui qui sont sous occupation de nos ennemis. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on parler de la révision de la Constitution? Aussi longtemps que nous avons une partie de notre territoire, est-ce que l'opposition à ce niveau a-t-elle raison ou n'a-t-elle pas raison? Et maintenant, pourquoi la classe politique au pouvoir, elle désire qu'on puisse changer la Constitution, même si une partie de notre territoire est sous occupation de nos ennemis? Je trouve que c'est à ce niveau ici que la classe politique n'arrive pas à harmoniser. Et vous comprenez maintenant de l'autre côté, les gens du pouvoir qui cherchent que nous puissions changer de la Constitution, est-ce que c'est pour les biens du peuple congolais ou est-ce que c'est pour les intérêts privés pour continuer à se pérenniser au pouvoir? Et qu'est-ce que le peuple gagne dans tout ça? Voilà la lecture qu'il faut avoir au niveau de la révision de la Constitution. Voilà, parce que vous parlez des deux blocs. Hein. Il y a un bloc qui pense que voilà, c'est idoine, puisque l'Union sacrée notamment pense que la Constitution actuelle est pour beaucoup dans cette crise à l'est de la RDC. L'opposition, sans contester cela, pense juste que les moments ne seraient pas opportuns. Ils soupçonnent le président de la République de vouloir s'éterniser. Du coup, il y a en fait cette période de voir ou cette période besoin de s'asseoir sur une même table. Donc là, on sent que le dialogue peut être inévitable dans les jours à venir dans ce pays. Je reste optimiste parce que je suis congolais. Et j'ai toujours dit, là où la paix se négocie, même s'il faut la négocier avec les diables, il faut y partir comme Mobutu disait. Mais l'expérience que nous avons, M. Jean-Claude, nous laisse un peu perplexes. Dans ces pays, nous avions eu beaucoup de dialogues. Moi, je suis partant pour qu'il y ait les dialogues. Parce que les dialogues permettent d'initier les gens autour d'une table et résoudre les questions qui nous divisent. Mais l'expérience nous démontre aujourd'hui que la plupart des dialogues que nous avions eu dans ces pays, l'objectif final, ce n'était pas les peuples congolais qui gagnaient dans ces dialogues là-bas, c'est simplement les acteurs politiques en souffrance de positionnement. Parce que quand vous regardez aujourd'hui tous ces gens qui demandent dialogue, posez-leur la question, c'est discuter autour de quoi? Vous allez regarder que tout ce que nous avions eu dans ces pays comme dialogue, à la fin, il y a eu partage de gâteaux. C'est ça. Et puis ces assises là-bas, M. Jean-Claude, ça nous prend des centaines de millions d'argent, ces assises là-bas, ces dialogues. Je suis partant pour qu'on puisse dialoguer. Mais les expériences que nous avions,
qu'est-ce que les différents dialogues que nous avions eu dans ces pays nous ont amenés? Si ce n'est que le gouvernements partage de des l'Union postes de nationale. responsabilité. Et qu'est-ce que les peuples congolais gagnent derrière ces dialogues? C'est ça la question fondamentale que nous devrons nous poser. Mais comme aujourd'hui ça devient une urgence, nous ne pouvons pas laisser notre pays dans les mains des rebelles pour les intérêts des uns et des autres. S'il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table afin qu'on puisse négocier, je trouve qu'il est opportun. Parce que nous n'avons que ces pays. J'ai parlé récemment avec quelqu'un, je lui ai dit, vous pouvez avoir d'autres pays en cas de problème de partir. Ouais. Mais nous autres ici, nous n'avons que la République démocratique du Congo. S'il faut qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, nous devons s'asseoir autour d'une table qu'on puisse trouver les points qui nous divisent et puis qu'on puisse sortir les pays du chaos et enfin qu'on puisse avancer. Revenons un peu sur la question de la Constitution en termes de temps. En fait, l'argumentaire aussi de l'opposition développe selon lequel, non, le temps ne serait pas bon puisque Félix Tshisekedi, le président de la République, serait vraiment en fin de mandat. Il finit son mandat en 2028. Là, on est en 2026, quasiment une année et demie. Vous pensez que l'opposition aurait raison de soupçonner, en fait, les temps initiés par le président de la République? Non, monsieur Jean-Claude, je ne pense pas que le temps devient le problème. Ouais. La vraie question, je vous ai dit, l'opposition s'est dit, en changeant la Constitution, Ouais. en touchant à la Constitution, nous basculons automatiquement à la 4e République. Les 2 mandats que le président Tshisekedi a déjà consommés tombent caducs et il va encore se représenter et il va continuer à gérer. Mais lorsque vous lisez la Constitution elle-même, la Constitution donne, c'est là que je me dis, est-ce que l'opposition a peur qu'on touche au changement de la Constitution? Parce que la Constitution elle-même, elle vous dit, quand vous lisez l'article 220, même quand vous allez me réviser, même quand vous allez me toucher, il y a les dispositions qui sont déjà verrouillées que vous ne pouvez pas changer. Quelles sont ces dispositions? On dit la forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance de la justice, ça, ce sont les choses que vous ne pouvez pas changer. Ça signifie, même si aujourd'hui on se mettait autour d'une table et qu'on s'accordait pour dire changeons la Constitution où nous pouvions la réviser, mais nous pouvions... Non, l'article 220 elle-même se dit, quelles que soient les modifications que vous pouvez faire, mais ici, vous ne pouvez pas me toucher. Maintenant, ce qui divise la classe politique aujourd'hui, c'est en changeant cette constitution ici. L'article aussi pouvait... L'article aussi va subir des modifications. Tout à fait. Mais c'est la constitution que nous avons combien des articles? Et ça demande combien de temps que nous puissions mettre les assises pour changer la constitution. Si nous avions des scientifiques, les gens qui réfléchissent mieux et qui mettent à côté leur ego, je ne pense pas qu'on peut faire plus de 30 jours pour réviser la constitution. Ouais. Nous avions des grands constitutionnalistes dans ces pays. Nous avions des dispositions dans ces pays qui ne posent pas problème. Mais le problème aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui pose la question, est-ce que nous pouvions recenser d'abord les articles qui posent problème dans la nouvelle constitution, dans l'actuelle constitution? C'est aussi ça, puisqu'on fait le procès contre la constitution, mais on ne sait pas pourquoi on fait ces procès alliés et quels sont les bénéfices qui viendront si on changeait. Qu'est-ce qui va changer en réalité? Ça, vous avez complètement raison. Mais je me disais, les débats les plus fondés ou les plus assis, il fallait d'abord que les gens qui veulent le changement de la constitution, nous puissions d'abord identifier les articles qui posent problème. Nous en avons combien d'articles qui posent problème et c'est en fonction des temps qu'on va voir. Vous n'allez pas me dire que les 220 articles ou les 200, je ne sais pas, 29 articles que nous avons de notre constitution posent problème. Il y a quelques articles. La question c'est de dire, est-ce que cet article pose problème parce qu'il ne vous arrange pas un camp ou parce qu'il n'arrange pas le peuple? Nous devons changer la constitution, pas parce qu'en fonction de ceux qui sont au pouvoir ou de nous qui dirigeons aujourd'hui, parce que je suis membre de l'Union sacrée, mais nous devons avoir une constitution qui est la loi mère qui gère la République, qui devient le socle de notre démocratie. Je trouve que si nous réfléchissons comme ça, vraiment, nous pouvons avancer. Alors, avec un œil un peu plus politique, c'est vrai que vous êtes des Hardais, vous êtes de l'Union sacrée, mais quand vous regardez le terrain, vous vous dites,
il y a les deux blocs, mais quel camp choisirait le peuple congolais aujourd'hui? Puisque voilà, il y a une loi qui a été déjà adoptée du côté de l'Assemblée et même du Sénat, une loi plutôt qui met en place les processus du référendum et tout. Mais quel camp choisirait le peuple? Est-ce qu'à l'Union sacrée, on reste confiant, disant qu'une fois on déclenche la machine, puisqu'elle n'est pas encore déclenchée, la machine de la Constitution, on est assuré d'avoir le peuple derrière nous? Je pense que le peuple du côté de la vérité, c'est l'union sacrée. Même s'il ne manque pas de chevauchement du côté union sacrée. Je me dis toujours, même à l'union sacrée, tout ce que nous faisons, même à l'union sacrée aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème que nous avons à l'union sacrée aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à mettre à côté les intérêts du peuple pour nos intérêts personnels. Nous devons changer la constitution si nous identifions qu'il y a les dispositions qui empêchent aujourd'hui de servir les peuples. Voilà. Quand vous prenez la frange de l'opposition que nous avons aujourd'hui, M. Jean-Claude, je me dis dans ces pays, nous n'avons pas une opposition stable. Nous avons que des frustrés d'hier. Les gens qui n'ont pas gagné quelque chose qui se sont transformés aujourd'hui dans l'opposition. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Elle a quand même posé deux, trois gestes qui, semble-t-il, ont essayé un peu de bouger. Il y a les sit-ins, il y a la marche, et il y a même, ils ont prévu une marche le 8, mais finalement avorté à cause de la médiation du président Évariste Ndayishimiye. On a senti quand même une opposition qui semblait respirer. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition qui ait fait des marches avec des effets comme l'IDPS à l'époque. Ouais, ça vraiment c'est une évidence. Je ne pense pas aujourd'hui. Je pense que si on a eu une opposition dans ces pays, l'histoire retiendra que la véritable opposition que nous avions eue dans ces pays, c'était l'IDPS. Parce que même les conditions dans lesquelles aujourd'hui ils font des marches, ce ne sont pas les mêmes conditions à l'époque, il y a 8 ans, il y a 9 ans, avec Kabila à la tête de ces pays ici. Je ne pense pas que cette opposition devrait se retrouver comme nous avions fait. Nous leur disons merci quand même pour se faire sentir, parce que j'avais dit dans une émission sur votre chaîne ici, je me suis dit, le malheur de Tshisekedi, c'est d'avoir pris le pouvoir sans avoir l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas une opposition qui peut lui tenir tête. Même si nous leur laissons organiser ce qu'ils veulent, mais vous allez trouver que les gens sont fatigués, ils sont incapables de mobiliser les gens. Citez-moi un opposant sérieux qui peut mobiliser les gens dans ces pays. Citez-moi un. Il n'y en a pas. Tous ces opposants ont des placards, ont des morts dans leurs placards. Il n'y a aucun opposant aujourd'hui sérieux qui peut mobiliser les peuples ou qui peut soulever les peuples. C'est ça le problème que nous avons ici. Si vous en connaissez, vous citez. Bon, c'est pas moi. Le peuple vous suit et chacun aura peut-être le temps de répondre justement à cette question. Maintenant, c'est par rapport à la question de la médiation burundaise, par rapport aux demandes de dialogue, crise à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que M. Ndayishimiye peut réussir là où on sent que même l'accord Washington commence petit à petit à s'essouffler. On sent qu'à l'est de la RDC, la FC continue à être là, malgré qu'on nous a annoncé quelques retraits. Est-ce que cette fois, Évariste Ndayishimiye, en réunissant quelques opposants et quelques dignitaires congolais, il peut réussir là où les autres ont échoué? Nous donnons la chance à notre médiateur pour trouver des solutions. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été contre toute médiation à l'extérieur du pays. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons une position au niveau de l'Afrique centrale où nous sommes convoités. Quand vous regardez aujourd'hui, parmi les ennemis de la République démocratique du Congo, mais nous avons des troupes de rebelles qui viennent de Burundi. Nous avons des troupes de rebelles qui viennent du Rwanda. Nous avons des troupes de rebelles qui viennent de l'Angola. Nous sommes aujourd'hui convoités à cause de notre sous-sol. C'est là que je dis, lorsque vous voulez expérimenter les Noirs, la spécialité des Noirs, c'est leur incapacité de vivre ensemble. Est-ce qu'il faut qu'on trouve des problèmes de notre pays? Nous devons nous réunir à l'extérieur du pays. Mais c'est seulement parce qu'à l'intérieur du pays, il y a les gens du côté pouvoir qui se sont inscrits dans l'option de ne pas écouter les autres. Dans l'opposition, nous avons les gens qui ont décidé de ne pas faire confiance aux membres du pouvoir. Et c'est comme ça que nous sommes obligés de partir à l'extérieur du pays afin que les gens viennent jouer la médiation. Mais posez-vous la question, lorsque le président Ndayishimiye fait la médiation, vous pensez que c'est dans le vide? C'est parce qu'il y a les intérêts de son pays qui sont en danger. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il faut aller négocier là où le complot contre notre pays est en train de se faire?
Moi, je trouve qu'à ce jour ici, nous devons imiter aujourd'hui les pays de l'AES. Quand vous regardez le Burkina Faso, le Niger et le Mali, les gens qui gèrent ces pays ont compris. Ils sont des Vous militaires. ne pouvez pas aujourd'hui, j'ai fait aujourd'hui confiance à l'accord de Washington, mais j'ai toujours été réservé. Pourquoi? Parce que les Rwandais, aujourd'hui, il est parmi... Les Rwandais détiennent les entreprises américaines qui travaillent dans la raffinerie de l'or. Ouais. Où est-ce que les Rwandais extraient de l'or? Les Rwandais fait la guerre dans notre pays en tuant les peuples à l'Est. Il prend de l'or et son entreprise fabrique un produit fini qu'il vend aux États-Unis et les États-Unis vous disent qu'il va vous garantir pour vous combattre aussi longtemps que les États-Unis viendront chez vous. Et ces entreprises qui sont au niveau du Rwanda, c'est quoi l'avenir de ces entreprises là-bas? Nous devons comprendre aujourd'hui que nous avons un sol tellement riche que les gens qui m'entourent et la politique internationale, ils n'accepteront jamais que la République démocratique du Congo soit en paix. C'est comme ça que je me dis, nous, acteurs politiques, nous devrons mettre à côté d'abord notre ego parce que l'intérêt de la nation est mis en danger. Le président Ndayishimiye va faire la médiation, mais derrière tout ce qu'il fait, il garantit l'intérêt de son pays via la déstabilisation de notre pays. Nous devons être informés que ces gens qui nous entourent, tant que nous serons stables, Voilà, ces gens là-bas ne seront pas stables chez eux. Ouais. Il y a aujourd'hui les entreprises qui fonctionnent correctement bien, simplement parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la guerre. Les jours qu'il y aura la stabilité, ces entreprises vont fermer. Ces gens-là, M. Jean-Claude, ils ne vous laisseront pas tranquilles. Je trouve que nous, Congolais, nous devrions nous unir, mettre des mécanismes en place pour combattre d'abord l'ennemi. Voilà, combattre l'ennemi. Il y a une question qui m'a échappé, c'est par rapport à la politique interne. Voilà, l'une des voix qui conteste justement la démarche du changement de la Constitution, c'est aussi les CC ainsi que la CENCO, l'Église catholique, qui est mal vue aujourd'hui par les gens du pouvoir, surtout l'IDPS en première ligne. Est-ce que vous pensez que la position des évêques de la CENCO sur la question de la Constitution, ou carrément exclusivement sur la question de l'Est de la RDC, c'est une position critiquable? Il y a des choses qui me viennent dans la tête quand vous me parlez de l'Église, parce que vous avez commencé de l'Église catholique, et la deuxième chose, vous avez parlé de la CENCO. L'Église devrait rester le village au milieu du peuple. Ça, c'est l'Église. L'Église est d'abord à politique. Aujourd'hui, je me dis toujours, l'Église catholique a des choix. Soit de se transformer en parti politique, ouvertement, ils sont soit du côté mouvance, soit du côté opposition. Mais quand vous parlez de la CENCO, là, ça devient autre chose. Moi, je garde toujours de respect pour les évêques, parce que aujourd'hui, même si les gens de l'IDPS sont contre les évêques, je me dirais peut-être que c'est juste de l'ingratitude, s'il faut dire comme ça. Parce que l'Église catholique s'est beaucoup mobilisée en 2018 s'est beaucoup mobilisée 2016 en 2018 pour que l'ancien régime puisse tomber en restant équilibré. Aujourd'hui, là où je donne l'Église catholique la raison, c'est que l'Église est au milieu et du côté du peuple. Parce que l'Église dit, il n'y a pas l'urgence aujourd'hui pour que nous puissions changer cette constitution. Les changements de constitution ne passent pas pour une urgence. Nous avons d'autres urgences dans ces pays que changer la constitution. Monsieur Jean-Claude, nous sommes en politique. Aussi longtemps que quelqu'un prend une position qui n'est pas la vôtre, vous connaissez bien nos amis de l'IDPS. Je salue le gouverneur de la province intérimaire, le président du conseil de l'Union sacrée, membre effectif de l'IDPS. Vous connaissez vous-même avec nos amis de l'IDPS. Aussi longtemps que vous prenez une position qui n'est pas la leur, d'office, vous passez pour ennemi. Et en contrepartie, vous-même, vous savez ce qu'il faut prendre. Mais de l'autre côté, je connais l'Église catholique, les méthodes ou les procédures par lesquelles ils procèdent. Vous savez, lorsque vous êtes au milieu des enfants, les enfants de gauche ne sont pas d'accord, les enfants de droite ne sont pas d'accord. Lorsque les enfants ne sont pas d'accord, vous devez être au milieu, les mettre autour d'une table. Mais parfois, les mécanismes de communication, les phrases des fois qu'ils utilisent, ça fragilise encore. Les évêques demandent les dialogues et les dialogues semblent être rejetés. On se demande pourquoi on fait un dialogue, puisqu'il y a une guerre, ce sont les armes, mais nous on s'est réunis à Kinshasa.
il n'y aurait pas quand même Non, les dialogues des évêques est rejeté pour des raisons. Les formats par lesquels ils demandent les dialogues. Il faut comprendre ici que nous avons une structure qui n'est pas gouvernementale et nous avons des institutions en place. Vous ne venez pas imposer aux institutions qui sont en place la manière dont vous voulez faire les choses. Automatiquement, les gens vont aussi vont refuser. Mais je suis toujours confiant dans... La beauté de ce pays, c'est que nous pouvions ne pas nous mettre d'accord sur quelque chose, mais au fil du temps que l'intérêt national est mis en danger, nous arrivons toujours le temps où nous nous mettons d'accord. Voilà, on va parler du deuxième aspect de notre émission d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'indépendance, 66 ans après. Et la question générale, c'est est-ce que nous avons mis les pays dans la bonne direction? Monsieur Alain Kazadi, je rappelle que vous êtes cadre ARDEV, membre de l'Union Sacrée. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire, 66 ans après, vous vous dites que notre pays aujourd'hui est sur la bonne voie? Monsieur Jean-Claude, je vous dis sans mentir, après l'analyse, 66 ans après, je me dis nous avions des sérieux problèmes. Lorsque vous regardez les Congo que les Belges nous ont laissés, lorsque vous regardez les institutions, lorsque vous regardez la gestion, j'ai comme impression qu'honnêtement, en tant que scientifique, nous sommes en train de reculer davantage en arrière. Pourquoi? La seule chose qui est en train de croître, c'est la démographie. C'est la seule chose qui est en train de croître dans ce pays. Et lorsque vous regardez la classe politique que nous avions maintenant, je vous dis, si tout appartenait à Maître Kazadi, il faut fomenter la classe politique. Vous vous rendez compte que nous sommes en train d'aller de médiocre à médiocre. J'ai comme impression que le président Kabila a dit qu'il a manqué 15 personnes pour développer ce pays. Je me rends compte que le président Tshisekedi, à part moi et Kiaboula, il manque peut-être 10 autres personnes qui peuvent l'entourer pour faire partir ce pays ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avions pas eu une classe politique des élites. Aujourd'hui, tous ceux qui passent à la commande de la chose publique, la première chose, ils regardent leurs propres intérêts. Regarde la vie des politiciens que nous avions aujourd'hui. Tout ce qui change, c'est leur vie, mais la vie du peuple ne suit pas. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, 66 ans après, est-ce qu'on peut citer le nombre de stades que nous avions construits à part ce qu'on a laissé? Il n'y a pas. Prenez la province d'Io-Katanga où nous sommes ici. Regarde notre stade que nous avions ici, le stade de Kiba-Samaliba. Est-ce que vous pensez que 66 ans après, on aurait ça comme stade aujourd'hui? Regarde notre gare. Prenons... Quand vous prenez département par département, secteur par secteur, vous vous rendez compte que nous n'avions pas évolué. Prenez le secteur des transports, prenez le secteur des transports. Ce sont les mêmes locomotives. Isée qu'on nous a laissé par les Blancs en 1960 aujourd'hui. Regarde les locomotives que Matata est allé nous ramasser. Il a quand même semblé faire les efforts à nous ramasser les locomotives qu'il nous a données. Mais pour quel objectif? Regarde, aujourd'hui, c'est difficile de quitter le Lubumbashi Mwenedit aujourd'hui avec les trains. Ça signifie que... Prends l'aviation. 66 ans après, qu'est-ce que nous avions eu de bon? Il n'y a pas. Prends le secteur banquier aujourd'hui. Au-delà d'être non politique, je suis un entrepreneur. Je vous dis, c'est un secteur qui appartient totalement dans les mains des expatriés. La dernière fois ici, nous avions bénéficié d'un marché pour faire les forages. Je peux vous scandaliser. La province du Haut-Katanga a 26 engins qui travaillent dans le domaine des forages. 24 engins appartiennent aux Indiens. Ça signifie aujourd'hui que tu ne peux pas gagner un marché de forage si vous n'avez pas la couverture des Indiens. Prends le domaine de l'éducation. Combien des universités avons-nous construites aujourd'hui dans les comptes de l'État 66 ans après? Va aujourd'hui dans notre université de Lubumbashi. Si ça ne dépendait que de moi, il faut même délocaliser l'université de là où elle est aujourd'hui, à part l'INILU. Mais vous trouvez 2000 élèves aujourd'hui dans un auditoire. Et comment ces gens étudient? Quel est l'autre secteur? Prends par exemple la sécurité aujourd'hui. Mais jadis, quand vous regardez un policier, vous avez besoin que j'ai la sécurité. Aujourd'hui, il suffit que tu vois un policier la nuit, tu commences à fuir. Au-delà que la police vient sécuriser le peuple que nous sommes, mais il suffit de voir un policier. Je vous dis, 66 ans après, si nous sommes honnêtes de nous-mêmes, nous avons reculé et tout ça à cause de la classe politique. Qu'est-ce qu'elle a manqué au fait?
Est-ce qu'on a manqué de l'idéologie? Parce qu'on nous dit toujours que tous les partis politiques ont des idéaux, l'état des droits par ici, développement de l'autre côté, ensemble de l'autre. Mais par où on a failli? Non, nous avions failli parce que nous n'avions pas eu la vision. Okay. Nous n'avions pas eu la vision. Les gens qui accèdent à de grandes responsabilités n'ont pas de vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avions manqué l'amour de la patrie. Quand vous prenez les partis politiques, monsieur Jean-Claude, nous n'avons pas de partis politiques ici. Nous avons des partis mallettes qui ne travaillent que pour les intérêts des fondateurs. Allez-y voir qui est le président du parti politique, qui est le vice-président, qui est le conseiller, qui est le trésorier, qui est. Ce sont les membres des familles que les gens ont déjà mis là-bas. Le problème que nous avions ici, nous n'avions pas l'amour de la patrie. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un vole 54 millions de dollars à lui seul? Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez que quelqu'un détourne 19 millions de dollars à lui seul? Comment vous comprenez qu'il y ait un projet Bukangalonzo, 285 millions de dollars qui sont partis et qui se sont dilapidés comme ça? Comment vous comprenez ce genre de projet? Ce qui nous manque aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour du pays, ça c'est un. Mais la deuxième des choses, c'est que les gens qui pilotent les grandes institutions, ils sont entourés par les mêmes personnes qui ont fait enfoncer ce pays. Ouais. J'ai toujours été contre. Lorsque vous regardez aujourd'hui autour du président Tshisekedi, vous voyez quelqu'un de sérieux là-bas qui peut l'aider pour que le pays change? Il n'y en a pas, tu sais pourquoi? Les mêmes personnes aujourd'hui qui entourent le président de la République, ce sont les mêmes personnes qui ont conduit avec Maréchal. Ouais, ils l'ont accompagné jusqu'à Badolite et puis ils sont revenus, ils ont changé de casquette. Les mêmes personnes là-bas, c'est les mêmes personnes qui sont restées avec Joseph Kabila. Ouais. Il y a eu des gens, professeurs d'université dans ce pays, qui ont dit Kabila nous t'otondioté. Vous pouvez imaginer que cette phrase-là peut sortir d'un professeur. Et puis, M. Jean-Claude, moi, ce qui me dépasse, c'est la capacité de changement qu'a nos acteurs politiques. Ouais. Ça, même le diable lui-même s'étonne. Les gens qui, en 2016, 2017, étaient plus kabilistes, comme le Willy Bakongo, je cite en passant, ils deviennent plus tshisekedistes que vous n'avez pas idée. Les Mosonkodia, qui étaient plus moboutistes, aujourd'hui, ils deviennent tshisekedistes plus que Maman Marthe. Je ne sais pas comprendre. Et aussi longtemps que vous êtes leader, c'est comme ça que j'appelle toujours le président de la République. Je sais qu'il va écouter cette émission ici. Il faut le renouvellement de la classe politique avec les jeunes. Il faut le renouvellement de la classe politique. Les gens qui ont occupé des fonctions et qui n'ont rien donné dans ce pays, il faut les mettre à côté, aller avec une nouvelle génération. Mais est-ce que les jeunes sont prêts? Puisqu'on a l'impression que les jeunes servent à faire des marches, pression, et quand il faut gérer, voilà, l'exemple c'est l'IDPS. Je vous dis, M. Jean-Claude, nous avons une jeunesse tellement consciente mais qui manque des opportunités. Okay. Quand vous regardez aujourd'hui dans le secteur de l'entrepreneuriat dans notre province ici ou dans ces pays, vous sentez que les jeunes sont en train de prendre de l'ampleur. Même la province du Katanga que vous voyez ici, il y a les jeunes qui s'assoient de l'opposition. J'en connais autant. J'en connais les jeunes très dynamiques. Les jeunes comme les Jérémy Yav, les jeunes comme les Caleb Banza, les jeunes comme les John Mbangu, les jeunes comme les Ramsès Mouteba, les jeunes comme Maître Kazadi qui vous parle. Nous avons une série de la jeunesse aujourd'hui qui peuvent marcher et pousser pour que les choses... Regarde quand Moutamba a pris le ministère de la Justice. Vous avez vu dans moins de temps. Mais seulement, ils ne pouvaient pas tenir. Pourquoi? Les dinosaures ont compris que nous sommes devant une barrière qui va nous empêcher ici. Voilà, merci à vous, Maître Alain Kazadi. On va finir par la séance carton pour voir quel carton vous avez aujourd'hui. Et on se sépare par là. Allez, vous avez remarqué qu'on a fini l'émission en D, donc M. Mani Mutombo ne nous a pas rejoint pour des raisons diverses. On s'en excuse puisqu'on avait annoncé justement sa présence. Monsieur Maître Alain Kazadi, quel est votre carton d'aujourd'hui et vous l'adressez à qui? Merci M. Jean-Claude, surtout pour l'opportunité que vous nous avez donnée et aux téléspectateurs. Le carton d'aujourd'hui, c'est un carton vert. Okay. Et ce carton vert, spécialement pour une fois, je l'adresse à Sébastien Desabre. Ah ouais. Oui, je l'adresse à Sébastien Desabre pour beaucoup de raisons. Il nous a vraiment fait rêver. Il nous a
transporté d'une étape à une autre. Nous n'avions même pas l'idée que nous allons jouer la CAN, nous avions joué la CAN. Ouais. Il nous a amenés dans le mondial. Nous, on pensait peut-être qu'on va aller juste faire la SAP et puis revenir. Et les gars, vraiment, il nous a fait rêver. Et ce qui démontre que les années qui viennent ici, le football de ces pays ici va encore revenir sur les rails. À lui vraiment et à toute l'équipe de la République démocratique du Congo, ils ont vraiment un carton vert et à tous les supporters, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. J'étais à la même table avec John Bango, regarder les matchs. Ouais. Et là, on a même oublié qu'on était de l'opposition et du parti au pouvoir. Vraiment, Sébastien Desabre, Zoa bisous. Merci en tout cas pour cette note de réussite par rapport à la participation de la RDC à la Coupe du Monde 52 ans après. La RDC a été donc éliminée en 16e de finale. Merci à vous de nous avoir suivis. Ici Direct revient, c'est mercredi et vendredi pour clôturer la semaine. D'ici là, restez qui sur nos programmes et au revoir.